Imaginez, vous dépensez 12 000 euros dans une montre inrayable, vous la faites tomber par terre, elle se casse en plusieurs morceaux. Bienvenue dans le monde de la céramique. Moi, c'est Billy, un passionné de tool watch qui a créé BB Gear, une marque de montres outils assemblée en France. Et aujourd'hui, on continue la série sur les matériaux dans l'horlogerie et on va parler de montres en céramique. Mais juste avant, il faut que je vous parle de la nouvelle montre qu'on vient tout juste de sortir. Elle n'est pas en céramique, elle est en acier inoxydable et elle a été faite en collaboration avec les membres FTSI de la police nationale. Dessus, on a une fonction boussole, un télémètre balistique, des rappels d'unités de tir et des petites références aux organes de visée utilisés par les forces de l'ordre sur les aiguilles. Par contre, c'est une série ultra limitée. Sur les 101 exemplaires produits, il y en a 20 qui sont déjà réservés aux agents eux-mêmes, donc il en reste plus que 80 pour le public. Je vous mets le lien pour la précommander en description. Alors la céramique, c'est un matériau qui a l'air de fasciner pas mal de monde et qui a envahi les vitrines des plus grandes maisons de luxe, de Tudor à Omega en passant par Audemars Piguet. C'est un matériau qui est considéré comme le Saint Graal par beaucoup de passionnés, mais on va voir qu'il est vraiment pas fait pour tout le monde. Et pour expliquer pourquoi, on va parler d'un peu de chimie et de procédés pour comprendre comment on transforme de la poudre en boîtier de montres ultra dures. On va différencier la vraie céramique technique de la biocéramique de Swatch. Ensuite, on parlera des couleurs, pourquoi Rolex a autant galéré avec sa lunette Pepsi alors que Hublot sort du rouge vif sans problème. On va voir pourquoi des montres à plusieurs milliers d'euros se cassent au moindre choc et à la fin de la vidéo, vous pourrez vous faire votre propre avis si oui ou non une montre en céramique pourrait vous convenir. Alors déjà, il faut mettre certaines choses au clair de suite. Quand on parle de céramique en horlogerie, il faut absolument sortir de votre tête l'image de l'assiette en porcelaine de votre grand-mère ou du vase en terre cuite que vous avez fait en colonie de vacances. C'est pas du tout la même chose, même si le principe de base, la cuisson, reste un point commun. En horlogerie, on parle de céramique technique ou de céramique avancée. Chimiquement, c'est pas un métal, c'est pas du plastique non plus, c'est un solide inorganique et non métallique. C'est vraiment une catégorie à part entière et dans cette famille, la star absolue, celle qu'utilisent Omega, IWC, Rolex et la plupart des grandes maisons pour leurs boîtiers et lunettes, c'est l'oxyde de zirconium ZrO2. Donc à la base, l'oxyde de zirconium, c'est une poudre blanche ultra fine, c'est plus fin que de la farine, c'est vraiment microscopique. Cette poudre, elle est issue du zirconium du coup, qui est un métal mais qui a été oxydé. C'est important de comprendre que la poudre qu'on utilise, c'est donc un oxyde d'un métal. C'est pour ça que c'est chimiquement inerte, donc ça ne peut plus s'oxyder puisque ça l'est déjà au maximum. C'est comme de la cendre, vous pouvez pas brûler de la cendre puisqu'elle est déjà brûlée. La céramique, c'est un peu pareil, c'est un matériau qui a atteint une stabilité chimique parfaite. Mais du coup, comment on passe de cette poudre blanche volatile à un boîtier de montre noir, dur comme du diamant et capable de résister à des pressions énormes au fond de l'océan? Pour expliquer ça, en fait, je dois vous parler d'un processus industriel qu'on appelle le frittage. Pour commencer, on prend cette fameuse poudre d'oxyde de zirconium et on la mélange avec un liant, une sorte de colle organique en fait, et en général c'est des polymères. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait la poudre toute seule, ça tient pas, on peut pas la mouler. Et si on veut de la couleur, on ajoute des pigments à ce stade. C'est là que tout se joue pour la couleur. On y reviendra plus tard tout à l'heure. Ensuite, on injecte cette pâte dans un moule sous très haute pression. C'est exactement comme pour faire des pièces en plastique injectées. À ce stade, la montre, elle a sa forme, elle ressemble à un boîtier, mais elle est très fragile. Elle a un peu en fait la consistance d'une craie en fait. Vous pourriez l'écraser avec les doigts juste comme ça, puisque en fait c'est poreux et très fragile. Après ça, avant de cuire, il faut enlever la colle, c'est le déliantage. On passe les pièces dans un four à basse température ou dans un bain chimique pour évaporer le liant, puisque si on le fait pas, en fait la pièce exploserait dans le four de frittage à cause des gaz. Donc ensuite on passe à la cuisson. Justement, on met ces boîtiers fragiles dans un four à des températures très élevées, souvent entre 1400 et 1500 degrés, parfois plus de 2000 degrés selon le marque et le type exact de céramique qu'ils utilisent. Pendant cette cuisson, les grains de poudre ont littéralement fusionné entre eux au niveau atomique. Ils fondent pas complètement comme du métal en fusion, mais ils se collent les uns aux autres par diffusion atomique. Et du coup, les pores se referment et la matière devient ultra compacte.
Mais si ça devient plus compact, ça veut dire que ça rétrécit. Donc là, les ingénieurs ils doivent calculer ce qu'on appelle le retrait. En cuisant et en se densifiant, le boîtier il rétrécit, mais il rétrécit pas un tout petit peu, il perd environ 25 à 30% de son volume. Donc si vous voulez un boîtier de 42 mm à la fin, il faut mouler un boîtier beaucoup plus gros au début, du style 50 mm. Et le pire, c'est que ça rétrécit pas forcément de manière homogène partout. Les cornes elles peuvent rétrécir différemment du reste du boîtier et si le calcul est mauvais, bah, c'est très grave puisque le mouvement ne rentrera pas dedans. Du coup le fond de boîtier il va pas se visser, l'étanchéité sera impossible, bref c'est ultra important que tous les calculs soient bons et que le procédé soit parfaitement réalisé du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que la céramique coûte cher, pas forcément à cause de la poudre mais surtout à cause de cette complexité de fabrication et du taux de déchets qui peut être très élevé puisqu'on a forcément des raté. Le tout, c'est de bien sélectionner les pièces qui sont parfaites à la fin. Une fois que c'est cuit, c'est toujours pas fini évidemment. La pièce qui sort du four, elle est brute, mate, un peu rugueuse, mais surtout elle est maintenant d'une dureté extrême. On peut plus la limer, la percer ou la couper avec des outils en acier ou en carbure classique. Y casserait ou glisserait dessus tout simplement. Donc pour faire les finitions, pour polir les angles ou brosser les surfaces, on est obligé d'utiliser des outils en diamant puisque c'est la seule chose qui est plus dure que la céramique. Alors du coup, pourquoi les marques se cassent la tête à faire tout ça? Pourquoi Omega investit des millions d'euros dans des usines de céramique? Et pourquoi nous, on est prêt à payer très cher pour des montres en céramique? Tout simplement parce que quand c'est bien fait, c'est un matériau qui a des propriétés exceptionnelles, qui résout des problèmes que l'acier traîne depuis toujours. Déjà, la résistance aux rayures, c'est l'argument numéro 1. Dans mes vidéos précédentes sur l'acier, le titane, le carbone, le bronze, etc., je vous ai parlé de l'échelle Vickers, unité HV. C'est l'unité de mesure de la dureté en métallurgie et pour rappel, l'or 18 carats, c'est assez mou, environ 150 Vickers, donc ça se raye facilement. L'acier 316L, c'est environ 190 Vickers. Le titane grade 5, c'est mieux, environ 350 à 400 Vickers. Et la céramique, enfin l'oxyde de zirconium, on est entre 1200 et 1400 Vickers. C'est énorme, c'est 6 à 7 fois plus dur que l'acier. Concrètement, ça veut dire que rien de ce que vous rencontrez au quotidien ne peut rayer votre montre, contrairement à une montre en acier qui va se marquer assez rapidement, enfin au moins des micro-rayures, quoi. Après, il faut parler d'un autre gros avantage qu'a la céramique. Vous savez que les vieilles Rolex, par exemple, avec des lunettes alu, se délavent avec le temps et en fait, c'était à cause des pigments de l'aluminium anodisé qui ne tenaient pas les UV. La céramique, elle résiste parfaitement aux UV. La structure chimique de l'oxyde de zirconium est ultra stable. Donc si vous achetez une montre en céramique bleue ou noire aujourd'hui, dans 50 ans ou dans 100 ans, elle aura exactement le même bleu, la même intensité et le même éclat. Elle va pas ternir. Et bien sûr, elle ne s'oxyde pas. Vous pouvez la laisser dans de l'eau de mer pendant 10 ans, la sortir, passer un coup de chiffon et elle sera encore neuve, c'est vraiment chimiquement inerte. Et pour le confort aussi, la céramique c'est idéal puisque déjà c'est 100% hypoallergénique, il n'y a pas de nickel, pas de chrome, pas de réaction chimique avec l'acidité de la sueur. Pour ceux qui ont la peau sensible, qui font de l'eczéma de contact ou qui réagissent à certains métaux, la céramique, c'est la solution parfaite. D'ailleurs, on fait pas mal de prothèses avec puisque le corps l'accepte parfaitement. C'est toujours biocompatible comme le titane. Et au-delà de l'aspect hypoallergénique, il y a une propriété physique qu'on oublie souvent, c'est sa faible conductivité thermique. Techniquement, la céramique est un mauvais conducteur de chaleur et c'est une excellente nouvelle pour votre confort. Contrairement à l'acier qui évacue la chaleur de votre poignet en hiver, la céramique s'équilibre avec la température de votre peau. C'est un matériau qui subit pas les agressions climatiques extérieures et ça offre un très bon confort de portée constant, peu importe la saison. Ensuite, pour la densité, c'est plus lourd que le titane, mais plus léger que l'acier. Donc là aussi, niveau confort, c'est mieux que l'acier. La densité de l'acier, elle est de 8 grammes par centimètre cube. La densité de la céramique ZRO2, c'est environ 6 grammes par centimètre cube. Et la densité du titane, c'est entre 4 et 5 grammes par centimètre cube. Je sais qu'il y en a qui sont pas fans du titane justement parce que c'est trop léger d'après eux et qu'ils
qu'ils aiment sentir qu'ils ont quelque chose au poignet, la céramique, du coup, je trouve que c'est un bon compromis pour ça. Au final, on voit qu'on a beaucoup d'avantages à la céramique quand même. Donc pourquoi toutes les montres de luxe ne font pas de la céramique? C'est parce qu'il a un très gros défaut. En physique des matériaux, il y a une règle très simple. Plus c'est dur, plus c'est cassant. C'est le compromis en fait entre la dureté et la ténacité, qui est la résistance au choc. L'acier, si vous le tapez très fort contre un mur, il absorbe l'énergie du choc en se déformant. C'est moche, mais au moins la structure, elle tient. La montre, elle reste étanche et le mouvement, il sera toujours protégé. La céramique, c'est différent. Elle est ultra rigide, elle se déforme pas du tout. Donc, quand elle reçoit un choc, l'énergie doit bien aller quelque part. Et comme la matière, elle ne peut pas se plier, et bien du coup, elle casse net. On trouve énormément de cas de montres en céramique de très bonne marque qui se cassent au moindre choc. Après, pour être honnête, la plupart du temps, elle se casse en tombant par terre, mais des fois aussi en la tapant contre quelque chose alors qu'elle est toujours au poignet. Et là, c'est plus embêtant puisque ça peut arriver vraiment à n'importe qui, même en faisant attention. Et en plus, si vous abîmez un boîtier en acier, ça peut toujours se rattraper. Ça a un prix, mais au moins c'est facilement réparable. Si vous cassez un boîtier en céramique, c'est fini, il faut changer le boîtier complet. Et sur des montres de luxe, c'est à chaque fois plusieurs milliers d'euros une intervention dans ce style. C'est pour ça que pour moi, quand vous portez une montre en céramique, déjà vous oubliez toutes les activités un peu à risque et même si c'est juste pour aller au bureau ou en soirée, faites très attention à la mettant ou en l'enlevant. Le mieux, c'est toujours le faire au-dessus de quelque chose, quoi, puisque c'est à ce moment-là qu'elle a le plus de chances de tomber dans sa vie. Et puis ensuite, faites hyper attention de rien taper contre une poignée ou quoi. Mais bon, ça, en vérité, c'est impossible d'y faire attention 100% du temps, malheureusement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes les marques n'utilisent pas exactement la même céramique ni le même procédé pour faire leurs pièces. Rados, c'est une des toutes premières marques qui a commencé à faire des montres en céramique et ils ont une technologie incroyable qu'ils appellent la céramique haute technologie plasma. En gros, ils prennent la céramique blanche déjà cuite et ils la remettent dans un four spécial à 20 000 degrés avec des gaz spécifiques. La céramique, elles font pas, mais les gaz pénètrent à l'intérieur de la surface et changent carrément la structure moléculaire et elles prennent un aspect vraiment métallique. Si vous voulez tester une très bonne montre en céramique sans payer le prix d'une Omega, je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix technologie du marché. C'est d'ailleurs sûrement la marque qui maîtrise le mieux la céramique, surtout à ce prix. Omega, ils utilisent principalement l'oxyde de zirconium ZRO2 pour leur Side of the Moon, mais pour certains modèles très spécifiques comme la Seamaster Great Side of the Moon, ils utilisent une autre céramique, le nitrure de silicium Si3N4. La différence, c'est que le nitrure de silicium est plus gris, plus léger que le zirconium. Mais en plus, il résiste mieux au choc. C'est une céramique encore plus technique qui est utilisée dans les roulements à billes haute performance ou les turbines. Il l'utilise pour sa propriété technique, mais aussi pour sa couleur assez particulière. Ensuite, on va parler de Hublot, qu'on critique souvent, mais sur la recherche et développement, ils sont vraiment bons et c'est la seule marque qui a réussi à faire de la céramique rouge vif ou jaune vif pour le boîtier entier à l'échelle industrielle. Normalement, pour avoir du rouge, on utilise des pigments organiques instables et vu qu'on doit les chauffer à 1500 degrés Celsius, pour cuire la céramique, ils brûlent, ils deviennent plutôt marron, grisâtres ou ternes, mais ça reste jamais bien rouge vif. Mais Hublot, ils ont breveté une méthode de frittage spéciale qui combine pression et chaleur de manière à densifier la céramique sans brûler les pigments. Et en plus, elle est encore plus dure que la noire standard. On est à 1500 Vickers contre 1200. Mais du coup, à mon avis, ça doit être encore plus cassant, donc c'est peut-être pas parfait non plus. Rolex, tout le monde le sait, ils sont très conservateurs et ils n'ont pas de montre entièrement en céramique. Et vu le nombre de Tudor céramiques qui se sont cassés, le jour où ils en font une, c'est qu'ils auront trouvé une solution pour éviter ça, puisque l'image de Rolex est en grande partie des montres très solides qui durent dans le temps. Par contre, ils utilisent la céramique pour les inserts de lunettes, mais ils ont mis beaucoup de temps puisque faire une lunette bicolore en un seul bloc de céramique, c'est l'enfer. On ne peut pas coller deux morceaux de céramique différents, ça se casserait très vite. Il faut un seul morceau, donc Rolex a dû développer un processus chimique secret. Ils font une lunette entièrement rouge, mais poreuse, pas cuite à fond. Ensuite, ils imprègnent chimiquement la moitié de la lunette avec une solution de sel de cobalt pour le bleu.
Et ils cuisent tout ça et la partie rouge reste rouge, la partie imprégnée réagit à la chaleur et elle devient bleue. Mais les premières Pepsi céramiques MK1 avaient des couleurs un peu pastel, un bleu un peu violet et un rouge un peu délavé. Ils ont eu beaucoup de mal à stabiliser le rouge vif à côté du bleu, mais ils se sont améliorés et aujourd'hui les MK3 ont une couleur beaucoup plus réussie et beaucoup plus proche des vraies couleurs Pepsi qu'on avait sur les modèles aluminium. Et évidemment, je suis obligé de parler de la Moon Swatch puisque Swatch est lancé dans la biocéramique. Techniquement, c'est 2 tiers de poudre de céramique et 1 tiers de plastique biosourcé qui est un dérivé de l'huile de ricin, donc c'est pas du plastique traditionnel issu du pétrole. Concrètement, c'est un composite puisqu'il est composé de 2 matériaux et c'est de la poudre de céramique noyée dans de la colle plastique en gros. Donc est-ce que c'est de la céramique au sens horloger du terme, c'est-à-dire fritée et dure? Ben non, au toucher ça ressemble plutôt à du plastique et ça se raye, mais c'est quand même un peu mieux que le plastique de base et c'est un peu plus dur. C'est un matériau sympa qu'on peut colorer facilement pour faire des trucs fun et qui permet de faire des formes super complexes pour pas cher, mais techniquement ça n'a rien à voir avec la vraie céramique haute technologie. Voilà, ne l'achetez pas en pensant avoir les propriétés d'une montre en céramique irréelle, quoi. Du coup, est-ce que la céramique haute technologie est un bon matériau pour les montres? Alors, si vous êtes maniaque, que vous supportez pas de voir votre montre vieillir, que vous voulez une montre colorée sans les inconvénients des traitements de surface sur les matériaux, si vous voulez que votre montre paraisse toujours neuve dans 10 ans et que vous avez des allergies aux métaux et que vous avez le budget pour l'acheter et l'assumer en cas de casse, je vous recommande totalement les montres en céramique. Par contre, c'est une mauvaise idée si vous êtes maladroit ou négligent, si votre montre tombe souvent de la table de nuit, oubliez. C'est aussi une mauvaise idée si vous cherchez une baroudeuse pour bricoler, faire de la moto ou n'importe quel sport un peu engagé. Il faut vraiment éviter tout risque de choc et pareil si vous n'avez pas le budget pour assumer un remplacement de boîtier à plus de 2000 € en cas de pépin, oubliez les montres en céramique de grande marque. Personnellement, j'adore le look de la céramique pour une montre habillée, mais je suis trop actif dans ma vie de tous les jours pour porter ce genre de montre et surtout, j'ai pas les moyens d'assumer la casse d'une montre aussi chère puisque si je devais prendre une montre en céramique, celle que je préfère, c'est la Tudor Black Bay céramique. Donc, personnellement, je vais rester sur le bon vieux acier inoxydable 316L et le titane grade 5. Ça se raye, ça vit, mais au moins ça se casse pas et on peut toujours le repolir si vraiment elle ressemble plus à rien. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur la céramique. N'hésitez pas à visiter la boutique Braxen si vous cherchez un bracelet de meilleure qualité pour votre montre et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.